Autour de cette table, les analystes sont là et il y a sûrement, si nous aurons le temps, nous allons parler du premier déplacement de la première ministre. Vous le savez, dans l'Est de la République démocratique du Congo, elle a lancé un message fort à Paul Kagame et un message réconfortant à la population de ce coin de la République. Voilà, je m'en vais présenter nos invités avec une salutation patriotique. Monsieur Jean Lokaka, bonsoir. Bonsoir, merci infiniment. Vous allez bien, hein? Tout va bien. Bonne fête de 30 juin. Bonne fête à vous, madame, et merci. À nos co-débatteurs, aux Congolaises et Congolais, les expatriés qui ont opté la RDC comme la seconde patrie. Bonne fête de l'indépendance. L'indépendance qui, naturellement, doit révolutionner une pensée pensante qui peut réorienter, requalifier et promouvoir une culture politique de participation. D'accord. Merci. Votre biscuit, vous avez réservé un petit biscuit, une entrée? Oui, je réservais quelque chose en termes de la citoyenneté. Okay. Le Congo a besoin des citoyens, c'est-à-dire des fils majeurs d'un pays. C'est ces citoyens-là qui peuvent réorienter, réguler les bonnes vies et mœurs. Parce que ce dernier temps, il se passe un problème ayant trait aux bonnes vies et mœurs. Ce qui fait que nous comptons perdre notre identité culturelle et juridique, maître. Parce que malgré ce que nous sommes, mais il n'y a pas le respect humain. C'est-à-dire l'ordre, la discipline, l'équité, l'éthique. Bon, en politique, on ne parle pas d'éthique, mais il serait important de mettre en place les mécanismes qui permettent qu'on régule le fonctionnement de la vie publique. Parce que la vie publique en RDC pose un problème sur les normes et l'application de normes. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Diagas. Bonne fête. Bonne fête. Nous célébrons 64 ans. Pour vous, on doit faire 64 ans moins pour avoir la réponse par rapport à votre âge. Par rapport à mon âge. Ça, c'est une manière de vous souhaiter non, bonne fête. Ne vous en faites pas, ça ne me gêne pas en tout cas. Mais bon, bonjour Madame Josette, comme je le disais, bonjour surtout aux aînés qui sont ici, puisque nous parlons de 64 ans. Il y a ceux qui ont plus de 64, donc ils ont vu le pays avant l'indépendance. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Madame, pour mon petit biscuit, aujourd'hui, je voudrais parler d'une situation qui tracasse beaucoup de citoyens. C'est un cri d'alarme qu'ils ont vraiment dû faire à mon endroit et je dois en parler à la télévision nationale. Je reviens avec les dossiers que j'ai pu évoquer l'autre fois ici pour cette forme de tracasserie chaque jour au niveau de l'entrée du camp Kokolo sur haut commandement. Je répète. Le camp Kokolo commence par l'avenue Sergent Moquet où se trouve la barrière sur haut commandement jusqu'au niveau de Kinowazi. C'est cette partie-là qu'on appelle le camp Kokolo. Les maisons qui sont sur Prince de Liège-Chaoumba, en commençant par l'Izipa jusqu'à la haute cour militaire, ce sont les maisons de l'ONATRA. C'est un camp de l'ONATRA et on appelle ça au niveau de l'entreprise, on s'appelle la cité Mbandaka. Donc c'est un quartier civil. Et je ne comprends pas, monsieur le commandant de forces armées, monsieur mon général Christian Chiwewe Mwanin Songa, je voudrais votre implication personnelle avec tous les services qui sont impliqués pour que vous puissiez voir dans quelle mesure les agents militaires font immixtion chaque jour à partir des 22h dans un quartier qui est censé être civil
Et ils sont en train de tracasser la population. Ils prennent leurs biens, ils prennent leur argent, surtout nos frères qui sont les Wewa, les motards. Ils prennent leurs motos, ils se font payer des amendes. Monsieur le commandant des forces armées, le général, je voudrais que vous puissiez voir pour eux cette situation parce que ça fait très mal. Je rappelle ici que cette partie de l'ONATRA, si les militaires habitent quelques villas de l'ONATRA, c'est parce que c'était par rapport, je vais dire, par rapport aux faits, c'est-à-dire la situation de fait. Ils sont arrivés parce que à l'époque, les agents de l'ONATRA, certains directeurs ne voulaient pas habiter les coins parce que c'était isolé et les villas parfois restaient vides. Et puis voilà, comme derrière c'est les camps militaires, certains militaires de haut rang ont décidé, ont profité de la situation pour prendre les maisons. Bon, vu la situation des faits, l'ONATRA a décidé de produire un contrat, une convention avec le ministère de la Défense, où il fallait commencer à verser de l'argent chaque mois à l'ONATRA en raison de l'occupation de ces villas. Et ce que je vais dire ici, madame, pourra peut-être vous scandaliser. Vous pouvez aller vérifier. Vous imaginez les villas en plein Gombe sur Prince de Liège, les villas de cet Akabi-là. Le ministère de la Défense, avec ce contrat avec l'ONATRA, avait décidé de commencer à payer par villa $10 pour une villa qui peut avoisiner 4 000 à 4 500 $. $10. Et ce qui est pire encore, allez vérifier ce que je dis ici, je parle sous réserve, allez vérifier. Je doute fort que l'exécution de ces contrats se fasse jusqu'à ce jour. Parce que si vous regardez comment les maisons de l'ONATRA, l'état des maisons de l'ONATRA, allez vérifier du côté Izipa, même la partie avec, on a mis les tôles bleues là, c'est toujours une partie de l'ONATRA. Allez vérifier pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, si c'est dans des conditions encore optimales. Je voudrais ici que le président de la République, le commandant des forces armées, monsieur le général Kichio Mwanantsonga, les dirigeants de l'ONATRA, des communs accords puissent créer, s'il le faut, une commission pour voir clair dans cette situation, donner la paix aux citoyens qui habitent le camp de l'ONATRA. Et je finis pour dire à monsieur le président de la République, moi, Jagaste Djamba, jeune de mon État, avocat de mon État, si vous me donnez l'ONATRA, dans les 3 ans qui viennent, monsieur le président de la République, je vous promets de redresser l'entreprise et de remettre l'entreprise sur les rails. Parce que je connais les failles. Je connais comment est-ce que l'ONATRA, à ce jour, peine au niveau de l'exploitation de la voie ferrée, peine au niveau de la voie fluviale. Aujourd'hui, ce qu'il y a comme source des recettes, principalement l'ONATRA, ce sont les entrepôts, les ports qui connaissent des défenses aux enfers, port de Matadi, port de Kinshasa. Je connais comment est-ce qu'avec le potentiel immobilier de l'ONATRA, on peut relancer l'ONATRA. Avec tout ce qu'il y a comme actif de l'ONATRA, on peut relancer l'ONATRA en 3 ans. Si on me donne à moi l'ONATRA en 3 ans, on a la possibilité de relancer cette entreprise. Merci beaucoup. Il ne faut pas attendre parce que si Maître Djagas ne pouvait pas attendre que les autres puissent parler de lui, vous êtes courageux. Et là, moi, je vous soutiens. En tout cas, ce n'était pas du biscuit, c'était du tondolo. Ça fait mal. Allons-y. Oui. Puisqu'on parle de l'ONATRA, moi, j'aimerais au passage saluer un de nôtres qui était avec nous souvent ici à l'émission sur Forum des médias, qui est le directeur général adjoint. Maître, c'est un avocat aussi, qui vient d'un parti politique connu également, qui est DGA. Quelqu'un de très intelligent, de très expérimenté. Alors avec Djagas, peut-être ça peut faire une bonne fusion. Sans oublier qu'il y a quand même des pesanteurs. Je rappelle simplement que l'ONATRA, après l'indépendance, disons, au moment où on est indépendant, sachez que nous avions 183 bateaux. C'est inouï, impensable. Aujourd'hui, on a 0 bateau. À l'époque, je peux vous dire, pour vous rassurer, puisque le premier DG de l'ONATRA, c'est un ancien frère, mais qui est devenu par la suite mari d'une de mes tantes, celle qui vient après ma mère, Jean-François Ié, qui est mort depuis longtemps. Donc, c'était de bons gestionnaires, des grands gestionnaires. Mais on ne sait pas comment, du jour au lendemain, tout était perdu. Tout était en déperdition, dans le sens où l'ONATRA, dans ses actifs, était une des entreprises qui soutenait l'État congolais, financièrement, qui était en capacité de payer tous les fonctionnaires. Alors qu'aujourd'hui, l'ONATRA a du mal même à soutenir ses propres salariés. Ça pose un problème. Donc, comme biscuit, puisque je ne vais pas rentrer dans le détail, comme biscuit, je ne vais pas traîner là-dessus. Moi, mon problème, vous avez pris le tondolo de l'autre, bon. Donnez maintenant votre biscuit. Mon biscuit, c'est toujours le quotidien de nos compatriotes congolais, notamment ceux qui vivent Kinshasa. On a un problème très grave. C'est-à-dire, on est en train d'être distrait et la situation ne fait que s'empirer au niveau de la circulation, au niveau
de l'aiguillage au niveau des routes. Prenez un hélicoptère, vous serez surpris de voir que du jaune dans Kinshasa. Quand on parle du jaune, c'est les taxibus. C'est effrayant. On doit arrêter cela. Pour arrêter cela, l'État doit prendre une décision, mettre les moyens. Mobutu, à l'époque, avait une société qui s'appelait STK. Il avait acheté 2000 bus. Il n'y avait pas autant de population. Aujourd'hui, le régime actuel doit payer au moins entre 3 et 5 000 bus. Éliminer ces taxis. Éliminer ces taxis-là et ces taxibus qui créent des bouchons. Les routes que nous avons à Kinshasa, c'est vrai que ce n'est pas suffisant. C'est vrai aussi qu'il y a des trous ici ou là, etc. Ça n'arrange pas les choses. Mais si on réglait ce problème d'acheter de gros bus, dans un gros bus, ça peut contenir plus de 5 taxibus. Ça pose un problème. Réglons ce problème-là. On a détourné 300 millions ici, 200 millions là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas prendre l'argent de l'État, acheter ces bus-là et créer une société d'État? Transcola est moribond. C'est fini, n'en parlons plus. Créons réellement une société de transport pour la ville de Kinshasa. Ça va soulager un temps soit peu nos populations. Au lieu de payer 500 francs, les gens sont prêts à payer 1000 francs, quelle que soit la distance, pourvu qu'ils aient des transports en temps et en heure. D'accord, merci beaucoup. Nous avons vu ce qui s'est passé la journée de vendredi. C'était difficile de pouvoir circuler. Voilà, oui, mon colonel. Madame, bonne fête surtout à vous, les nostalgiques. Ben, nostalgique, je suis mécontent puisque bon... Ah là, allons-y. Les 30 juin à notre époque, ça s'est fêté. Et c'est l'occasion où il y a une parade. On fait rêver les gens, les jeunes. Et surtout, quand il y a une parade militaire. Ouais. Madame. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, je crains fort que ça ne soit pas du biscuit, là. Ah bon, allons-y. Vous avez réservé un petit truc. Oui, je voudrais non seulement apaiser Maître pour le problème des camps. Je savais que vous alliez répliquer. C'est un problème très sérieux, madame. Oui. Un problème très sérieux, je vous dis. Les camps Badiading où je suis, qui faisait encore il y a quelques mois, la fierté, qui donnait les visages d'un camp militaire. Ouais. Non. Quand on lui parle des espaces civils envahis par les militaires, mais moi par contre je parle des espaces militaires envahis par les civils. J'attendais ça en tout cas. Mais ce n'est pas possible. Et ça au su et au vu de tout le monde. C'est pas possible. En plein camp, un civil vient, il met... Mais nous sommes où là? Tir croisé. Oh. Encore une fois, le chef d'état-major général, mon général, la gestion du camp, c'est votre problème. Gérer les camps, c'est un facteur de discipline dans un camp militaire ou dans l'armée d'une manière générale. Essayez de revoir ce problème des camps. Désigner des commandants de camp, des anciens qui connaissent les règlements militaires, parce qu'il y a un règlement de génie militaire qui gère les camps. Il y a des limites de camps. Les camps, en général, un camp militaire est clôturé avec des entrées, parce qu'on doit contrôler les entrées et les sorties. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible. Les camps Kokolono, il faut oublier. D'abord, je me souviens, je détiens encore dans mes archives les projets de Mosè Laurent Désiré Kabila pour la délocalisation de ce camp, camp Kokolo. Moi, je ne le considère plus comme un camp militaire. Mais par contre, les Badiading qui nous restent, non, ce n'est pas possible. Madame, je vous dis aujourd'hui... Les civils vous envahissent, vous, non, les militaires. Non, il faut qu'on... Bon, sur le plan sécuritaire, madame, il a parlé de difficultés que rencontrent les compatriotes. Madame, vous voyez l'espace entre
Upen et Badiadine. Il y a un arrêt qu'on appelle... c'est comment encore là? Donc, à 3 heures du matin, non, pas on a tamponné quelqu'un. Et le véhicule l'a tamponné, a disparu. Madame, le corps est resté là-bas pendant toute une journée. Oh là là. Toute une journée, les gens qui passent là-bas, ils prennent des photos. Oh, Dieu. Et c'est ici que je voudrais interpeller le nouveau ministre de l'Intérieur. Citoyenneté. Les aspects de la sécurité publique. Madame, ça ne va pas. On ne les maîtrise pas. Et ce pays, il n'y a même pas la Croix-Rouge pour ramasser les cadavres. Donc, nous n'avons pas une stratégie, disons une doctrine stratégique avec un plan national, provincial et local pour gérer tous ces problèmes que nous avons. Et donc, les ministres de l'Intérieur que j'ai vus à Bukavu, ensemble avec Madame la Première ministre, je crois qu'il doit faire quelque chose. D'accord. Nous sommes là, mais nous pouvons quand même être donc consulter pour qu'on fasse un plan, on appelle plan de contingence pour gérer tout ce qui se passe à travers la ville comme ville de Kinshasa. D'accord. Donc vous, colonel, vous êtes une personne ressource pour trouver des solutions appropriées aux problèmes des catastrophes, aux problèmes des stratégies, des manques de stratégie. On peut faire appel à vous. Il faut, madame, qu'on... Allez droit au but comme c'était M. Diagast. Maître Diagast, allez droit au but. Oui. Vendez-vous. Nous avons, le président de la République a donné des instructions fermes. Oui. Et c'était à la suite de l'incendie du camp Le Fungula. Oui. Et le projet a été adopté au cours du Conseil des ministres. Le président a donné des instructions claires au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi ces projets jusqu'à aujourd'hui traînent alors que nous avons tous ces problèmes que nous vivons? Et ça s'accumule. Donc il y a un service public d'intérêt communautaire dénommé Direction générale de secours et d'incendie. Le projet a été fait et tout, il est là. Donc il suffit de désigner les animateurs et on peut vous désigner comme l'un des animateurs. Voilà, merci beaucoup. Oui, le cuisinier national, aujourd'hui, ensemble avec tous les peuples congolais, célèbre les 64 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance. Vous vous portez bien? Oui, madame. Il y a la liberté, il y a l'indépendance, il y a... Tout est... Quand on atteint 64 ans, c'est l'âge de la maturité. Madame, je commence d'abord, comme d'habitude, Congo, Mboka, Congo, ma nation, Congo, ma patrie, Congo, mon pays, Congo, Ditunga Diani, Congo, Nichiangu, Congo, Boala na mono, Congo, Mboka na ngai, nako batela pe nako bundela yango. Madame, je salue le premier d'entre nous, les cuisiniers nationaux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce jour du 30 juin, jour commémoratif de notre indépendance. Je salue aussi tous les téléspectateurs, tous mes co-débatteurs sur ce plateau avec qui nous allons échanger. Et vous-même, madame, pour votre lucidité et votre perspicacité à tenir cette émission. Merci. Sans oublier l'équipe technique qui nous accompagne malgré les moyens de bord, qui ne correspondent pas à la taille de l'émission. Nous sommes habitués. Ici, je voulais aussi faire une sonnette d'alarme à l'endroit du ministre des Médias, Monsieur Patrick Mouyaya, pour qu'il puisse jeter un dévolu sur la RTNCD.
parce que c'est criant hein, de voir la qualité des matériels que la RTNCD utilise. Nous avions vu lors de l'organisation des Jeux de la francophonie les matériels que la RTNC ou le ministre nous avait exhibés. Alors je me pose la question, pourquoi ne pas remplacer ce qui est parti à la RTNC 1, les anciens matériels de la RTNC 1 puissent venir ici et les nouvelles acquisitions de la RTNC 1 qu'ils puissent les utiliser et moderniser cette chaîne, hein, madame. Et pourquoi pas les mettre sur Canal+, hein, que ce soit sur satellite, parce que les émissions qui passent sur la RTNCD, ce ne sont pas les mêmes émissions qui passent à la RTNC 1. Cette chaîne est vraiment une chaîne patriotique et une chaîne de développement. Je crois que le ministre de médias et le ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, ou éveil patriotique, je crois, ils peuvent travailler ensemble pour voir comment travailler sur cette chaîne par rapport aux différentes émissions qui passent sur cette chaîne. Ce sont des émissions d'éveil patriotique et citoyenne très importantes pour notre jeunesse. Madame, un deuxième biscuit, je voulais le faire à l'endroit des nouvelles autorités de la ville province de Kinshasa. Permettez-moi d'abord de vous remercier. Oui. Merci. Merci pour ces plaidoyers. Merci, très sincèrement. Merci beaucoup, madame. C'est un devoir patriotique pour nous de pouvoir le faire. Merci. À l'endroit des nouvelles autorités de la ville province de Kinshasa, en fait, nous, notre cheval de bataille a été toujours la bonne gouvernance de cette ville. C'est cette ville qui nous a vu naître. C'est cette ville qui nous a vu grandir et cette ville nous verra partir. Cette ville va héberger nos chairs quand il ne sera plus collé à nos os et nos os resteront sous le sol de cette ville. Et cette ville nous a tout donné. Pourquoi ne pas restituer à cette ville ce que cette ville nous a donné? Kinshasa, à l'époque où nous avions grandi, je garde encore une très belle image de cette ville. Mais aujourd'hui, cette ville transmet une mauvaise image de notre pays et de notre ville et des différentes villes de ces pays, madame. Rien qu'en descendant à l'aéroport international de Njili, je me pose 1001 questions. Nous tous, nous voyageons à l'étranger. Est-ce que nos autorités, quand ils voyagent à l'étranger, ce qu'ils voient là-bas, pourquoi ça ne les interpelle pas? La majorité, excusez-moi en fait, la majorité aujourd'hui de ceux qui sont dans le gouvernement, la grande majorité vient de l'étranger, madame. Ce sont des Congolais. Mais néanmoins, il y a des conditions qui avaient fait qu'ils puissent être à l'étranger. Mais ce qu'ils ont vu là-bas, pourquoi ils sont incapables de pouvoir l'implémenter ici au Congo? C'est déplorable, madame. Vous arrivez dans un aéroport où vous allez dans une toilette, on vous demande de payer. Où il n'y a pas la connexion. Ou à peine pour trouver une prise pour charger votre téléphone, madame. C'est déplorable. Et puis, quittez seulement l'aéroport, sortez vers 23 h. Il y a l'obscurité très criante. Quittez l'aéroport jusqu'au niveau des bonhommes, en fait. Saute mouton des bonhommes, il n'y a pas de la lumière. Je mets quiconque à défi. Non, c'est comme ça. Je ne sais pas, M. Ngobila, avec les lampadaires, et la fameuse société Soleil Stradaïen, nous avions décrié ici, c'est une société rwandaise en fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on avait octroyé les marchés pour mettre la lumière à la ville de Kinshasa à une société rwandaise. Je ne sais pas pourquoi. Hein, c'est en contradiction avec tout ce que nous décrions par rapport à l'attitude de Rwanda à notre endroit. Donc il faut prendre des mesures qui s'imposent pour que cette situation puisse être régularisée. Et aussi les problèmes des transports. Demi-terrain et zonganango. Fachi Cuisine Nationale, demi-terrain et za. Demi-terrain et zalaranango.
Pour quitter ici la gare centrale, arriver à Tambo, pouvait dépenser 2500, 3000. Pour arriver à Lipen, il faut avoir 5000. Imaginez-vous un fonctionnaire qui travaille ici, à la fonction publique, qui habite Matadi-Kibala, pour atteindre la ville de Kinshasa, avec l'heure que les nouvelles autorités ont instauré, 8 heures ou 9 heures, avec l'état de nos routes, les embouteillages et tout ça. Merci beaucoup. D'accord, merci. Là, je crois que c'est de l'airain. Allons-y. Oui, monsieur Pompon, bonne fête. Bonne fête, madame. Oui, vous allez bien? Oui, ça marche. Au rythme du pays. 64 ans aujourd'hui, au rythme du pays. Ouais. 64 ans aujourd'hui, l'âge de la sagesse, l'âge de la maturité. Et on célèbre notre indépendance. On peut célébrer. Oui, c'est impératif. D'accord. C'est une date Célébrons alors. commémorative pour nous. Surtout que le Congo a subi des indépendances. Là, vous le savez. C'était État indépendant du Congo. Et en 1960, il y a encore une autre indépendance. Alors, s'il faudrait décrypter les deux indépendances, la première, c'était où le colonisateur, ou les puissances de cette époque, se sont conglomérés pour débattre sur l'espace Congo, afin de faire sortir un document pour dire que non, ça c'est un bien de toutes les puissances. Évitons de nous battre pour le coltan plutôt, évitons de nous battre pour le caoutchouc, pour la forêt, partageons ces biens qui est les biens de tout le monde. Alors la nature de cette indépendance, de l'État indépendant du Congo, continue jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous creusez. C'est-à-dire l'indépendance de 1960, c'était une indépendance apparente, dont les Belges ont quitté le sol, mais jusqu'aux preuves du contraire, la RDC est contrôlée d'une manière ou d'une autre par ces puissances. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé chez Tigo aujourd'hui Orange. Ça, c'est votre biscuit ou vous êtes déjà dans l'entrée de... Bon, je ne sais pas, parce que le thème, c'était l'indépendance. Vous m'aviez introduit avec ça. Je vous ai souhaité, si vous pouvez encore garder vos munitions. Bon, je mets entre guillemets... Vous avez un biscuit? Les biscuits, oui, j'ai un biscuit. Les biscuits, c'est par rapport à l'émission passée, les dimanches passés, j'ai parlé de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je répète ce que je dis. En fait, dans les documents, les programmes du gouvernement, dans sa page de garde, la première ministre a présenté des dessins, des photos, où elle a mis le transport, elle a mis le maïs, elle a mis les loyers, les logements plutôt, elle a mis au moins 5 à 6 photos. Lorsque vous regardez seulement la page de garde, la réponse est que c'est le bien-être. Donc, la loi suprême, au-delà de toutes les lois, c'est le bien-être de sa population. L'État a été créé pour répondre aux besoins. Et l'État, il matérialise ses besoins avec ses services et les entreprises. Et le président a lancé une vision. Que moi, en RDC, je vais lutter contre le chômage. Voilà ma vision, c'est 1,5 million d'emplois par année. Ça, ce n'est qu'une vision qui sera matérialisée. Qui matérialise les visions, c'est une loi, mais la loi est suivie d'un service public de l'État. N'est-ce pas? Et alors, nous avons aujourd'hui, certes, il y a 8 services, 8 agences ou entreprises publiques, ANAPI, il y en a beaucoup. ANADEC. Mais moi, quand je regardais l'ANADEC avec ses missions, parce que là, je suis en train de faire les recherches sur l'ANADEC, j'ai dit la vision lancée par le chef de l'État, les services qui pourra matérialiser ça, c'est ANADEC. Et puis un jour, je suivais un documentaire devant mon écran, j'ai vu comment le Nigeria s'est transformé avec la vision d'un président Obasanjo. Il a trouvé son pays où l'économie a été détenue par les étrangers. La même situation qui s'est passée ici chez nous au Congo. Il a dit non, j'étais à l'est, j'étais en dehors du système, mais aujourd'hui je suis maintenant dans le système, je viens pour changer les paradigmes. Oui, avant que j'aie le pouvoir, j'ai vu comment l'économie a été détenue par les étrangers. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir. Parce que chez nous, en sciences politiques, on définit le pouvoir comme une capacité de transformer quelque chose. On peut régner, mais on est dépourvu de votre pouvoir. Alors, si vous avez des pouvoirs, c'est pour changer des choses par rapport aux déshydratats. Et qu'est-ce que le Messie a fait? Il a invité quelques Nigérians par rapport à leur domaine. Il a échangé avec eux
pour dire que changeons les paradigmes. Mais moi, je voulais une révolution. Et la salle était un peu déboussolée. Une révolution, président. Non, non, ce n'est pas ce que vous pensez. Mais une révolution mentale. Comment changer les paradigmes? Il commence à poser des questions par rapport à l'échange. Il détecte, parce qu'il était entouré des cabinets, il détecte les talents de chacun. Il a détecté Tony Omelumbe. Comme toi, tu fais les ristournes, tu as un talent économique, on peut t'aider à créer des banques. Et le monsieur s'est défendu. Et le gouvernement nigérian a pompé de l'argent et a contrôlé les messieurs, a initié à former les messieurs pour que les messieurs aujourd'hui commencent à... Il a créé une entreprise et aujourd'hui il a IBA. En RDC ici, il y a IBA, en Europe, partout au monde. C'est un multimilliardaire ce monsieur. Au-delà de lui, il pose la question à Aliko Dangote. Aliko Dangote, c'est un entrepreneur qui partait vers l'Asie pour acheter des ciments et vendre au Nigeria. Si on te donne les moyens, qu'est-ce que tu peux faire? Les messieurs a répondu. Aujourd'hui, l'homme le plus fort d'Afrique, c'est Aliko Dangote. Et cette histoire ne date pas de longtemps, c'est vers les années 2000. Et le messieurs a changé les paradigmes. Aujourd'hui, il peut passer, mais il a laissé des jalons. Parce que lorsque vous voulez entrer dans les panthéons, dans l'histoire d'un pays, ce n'est pas en construisant des immeubles de 8 étages, 100 étages privés, mais c'est en laissant des traces qu'aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à une vision de quelqu'un. Et si réellement le président Fachi veut entrer dans les panthéons de l'histoire de la RDC, c'est ce qu'il va faire. Il doit aider les entreprises et services publics de l'État de bien fonctionner. Il y a quelqu'un qui dit, je pense lui. Vous devez, s'il vous plaît, parce que ça, c'est les biscuits. Les biscuits, en tout cas, quand on en mange beaucoup, on est constipé. Oui, voilà. Merci beaucoup. Nous allons, en tout cas, en débattre tout à l'heure. Ça fera partie. Voilà. Professeur Kassongo, bonne fête à vous. Merci, madame. Ouais. Vraiment. Aussi, la belle époque. Je vais aussi prendre un peu de temps, mais malgré moi... Moi, j'ai dit replongeons-nous dans cette belle époque. Commençons d'abord là-bas. Mais plus tard, bien sûr, nous aurons pu avoir très peu de temps pour la présentation, hein, parce que nous parlons beaucoup. Mais c'est la présentation seulement d'un chacun, mais comme je vais suivre l'exemple des autres... Non, prenons beaucoup de temps. oui, les autres... Alors, moi, avec le colonel, madame, vous savez que moi, j'ai vécu la période coloniale, et puis la période post-coloniale. Je suis de ces quartiers, peut-être que vous ne savez pas. Kalina. D'abord... Ici, ce quartier, ici, chez nous. Oui, nous sommes l'avenue qui suit là-bas. C'était de notre temps, c'était Pierre Cambier. Mon frère, mon grand frère, le tout premier médecin, il était là, il travaillait à... Il a terminé en 61 comme premier médecin congolais. Tu sais qu'il dit en 61 aussi comme premier docteur en droit. C'est quand j'ai quitté ici pour aller à l'internat au collège Albert Ier. Et c'est de là, après, en face de l'IEC, citoyen numéro 1, c'est là où était mon quartier. Là où j'ai travaillé, j'ai donné le cours, c'était là où j'habitais. Mais lorsque je voudrais parler un peu, peut-être, parce qu'on ne va pas y revenir, sur les transports. Le problème, avant de parler des transports, je voudrais dire d'abord que moi ici, j'ai fait ce qui était dans le temps et voir que ce que nous pouvons peut-être faire, c'est qu'au collège Albert, on avait des gonds. À la cité, je ne sais pas ce que c'était. On avait des gonds. Les matins, on termine avant midi à 12h. Et le bus est rentré à la maison. Et à 14h, le bus est revenu pour l'après-midi, collège Albert. Et ce que j'ai dit ici, les témoins en moi, que je vais sensibiliser pour les transports, qui étaient au collège Albert, c'est qui? D'abord, le président de la République lui-même. C'est un ancien du collège Albert Pémy. Et puis, le ministre le responsable des transports, Jean-Pierre Mbeb. C'est un ancien du collège Albert Ier, qu'on appelle maintenant Boboto. Et puis, Madame Toulouka, je ne l'ai pas connue, mais quand nous avons terminé en 1965, on avait un membre de sa belle famille, Toulouka Makanzo Albert, Makanzo Michel plutôt. Alors, nous connaissons comment nous étions là, il y a 2 heures,
Les gens étaient partis à la maison, ils ont mangé et à 14 h, on reprend les études. Alors, mais quand je passe là, madame, je me dis toujours ceci, que lorsque les gens sortent à 14 h, mais plutôt à 12 h, Collège Albert ou bien lycée du Sacré-Cœur ou Athénée de Kalina, mais il fait 14 h, ils ne sont même pas encore arrivés à la maison, actuellement. Donc, on traîne toujours là. On traîne toujours là. Alors, mais maintenant, c'est pourquoi, quand vous avez parlé même on a parlé des rocades, de notre temps là, où on faisait peu de temps, il n'y avait même pas encore les rocades, les routes périphériques à Kinshasa. Si bien que quand j'ai réfléchi et je sensibilise les autorités que j'ai citées là, ce n'est pas pour rien que je les ai citées, parce qu'ils connaissent comment nous étions dans les temps, c'est que on a investi qu'à Kinshasa et dans d'autres grandes villes, on a abandonné les campagnes. Donc il y a immigration des campagnes de l'intérieur vers Kinshasa. Alors, exode rural énorme. Si bien que même lorsqu'on va faire les rocades, les routes périphériques, il y aura des effets pervers. Effets pervers, c'est-à-dire, nous avons trouvé que c'est ici à Kinshasa où il fait bon vivre, on abandonne l'intérieur. Si bien que pour moi, la meilleure des solutions, qui n'existait pas ce qu'on a fait, ce qu'on faisait du temps colonial, c'est le programme des 145 territoires. Le programme de 145 territoires veut faire qu'il y aura des routes. Je vous donne, madame, vous m'excusez, je vous donne un seul exemple. Au Kasaï, il y a une province qu'on appelle Lomami et une autre qu'on appelle Sankourou. Entre Lomami, le chef-lieu de Sankourou, c'est le Sambo, chef-lieu de Lomami, c'est Kabinda. Entre Kabinda, passant par Yamutombo jusqu'à le Sambo, il y avait une route. Maintenant, madame, je peux vous dire que la route n'est pas même en mauvais état. Elle n'existe plus. Alors, si bien que tous les villages, tous ceux qui étaient là, vous ne pouvez pas les condamner, mais ils ont dit aller vers les villes, des villes, venir ici à Kinshasa. C'est pourquoi j'ai dit que si le président de la République peut nous écouter, les premiers ministres, les ministres des Transports, ils doivent mettre l'accent sur les 145 territoires, remettre ces routes-là, que nous tous ici, nous devons travailler, qu'on aille un peu aussi à l'intérieur. Comme ça, à Kinshasa, on peut respirer. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai laissé chacun parler avec tout son cœur, mais surtout parce que vous avez le souci. Vous tenez à ce que la République démocratique du Congo, en commençant par Kinshasa, puisse changer de visage. Et comme nous célébrons le 64 ans de l'indépendance, ma première question, Monsieur Lokaka, sentez-vous fier d'être Congolais aujourd'hui, après 64 ans? Je vous remercie sincèrement. Je suis fier d'être Congolais. Je me dis qu'il y a évolution. Le Congo de Papa Kasongo Munganga et de colonel Lwangi de 1960 a évolué en 2024. Il a produit beaucoup d'universitaires qui sont excellents. D'ailleurs, au monde, nous avons circulé, je ne sais pas sous d'autres cieux, mais les Congolais sont extrêmement intelligents. En dehors du pays, il y a beaucoup de laboratoires. La plupart même des médecins qui détiennent la médecine dans le monde seraient congolais. Donc le Congo a produit des gens plus intelligents, malgré les conditions, mais ils sont extrêmement intelligents. Mais le Congo a la somnolence, c'est-à-dire fier d'être congolais, conscient, hein, brave, mais avec une somnolence.
Et il faut de bons psychiatres. Je ne sais pas. Ceux qui avaient la charge d'avoir CNPP hier, si c'est en bon état, il y a un problème de la psychologie et de la parapsychologie. Parce que des gens extrêmement intelligents, mais qui manquent l'organisation. C'est un peu paradoxe. Le professeur Kassongo a parlé et il avait ajouté. C'est un problème d'ordre. Les Congolais ont un sérieux problème d'organisation, madame. Donc, 60 ans après, nous pouvons retenir que les Congolais ont un problème d'organisation. Comment? Je ne sais pas. Peut-être je me trompe. Au XXIe siècle, nous sommes restés le seul pays qui ne connaît pas le nombre de son peuple. Nous sommes exceptionnels. C'est-à-dire un pays qui n'a pas de carte d'identité. Dans une logique formelle, pour être sérieux, il faut qu'on t'identifie. Regarde là où le problème commence. Un peuple qui vit sans être identifié. Ça c'est vraiment... C'est tellement sérieux que les gens se succèdent, mais ils n'arrivent pas à comptabiliser le nombre de Congolais, à les identifier. Pourquoi on a un problème de guerre? Papa Kassongo va dire, quand on dit que tel monsieur, en 1960, serait américain, et que son fils, en 2024, serait congolais. Mais il faut demander, parce qu'il ne peut pas avoir la nationalité d'origine. Peut-être Maître Djagas l'a défendu et qu'il a obtenu la nationalité congolaise. Mais quand il a obtenu, pour accéder à des fonctions, il y a des étapes. Mais ce monsieur-là n'a pas procédé à ça. Son père serait américain en 1960. Et comme il a grandi ici, il n'a rien fait, en 2024, il devient congolais. Parce que le Congo a un problème d'organisation. Le Congo n'a pas de fichier. Le Congo n'arrive pas à tracer l'historique des origines des gens et des biens des gens. Là, ça fait déjà combien de temps? Parce que 64 ans après. 64. Non, parce que nous avions quand même, avec Mobutu, il y avait quand même une carte d'identité. Nous avions carte pour citoyen. Oui, je n'ai pas eu la chance d'avoir ça. Carte pour citoyen. Alors aujourd'hui, quand vous décriez tous ces malaises-là, les causes viennent d'où? Parce que si on ne connaît pas les causes, ça sera difficile d'attaquer les conséquences. J'arrive, madame. Nous sommes... La cause principale, c'est le désordre organisé. C'est-à-dire, il y a un désordre, organisé. Mais qui est organisé? Mais l'ordre n'est pas organisé. Non, l'ordre n'est pas organisé. C'est-à-dire, les causes, c'est ce désordre organisé. Parce que quand vous ne partez pas par les prémices, professeur Kasson, c'est la logique, non? Vous allez conclure comment? Un peuple qui n'est pas identifié. Comment faire la projection de ce peuple? Parce que pour faire la projection, les gens qui ont fait les statistiques vont faire les courbes, et ils vont analyser, ils vont faire une projection, ils vont faire les statistiques. Dans 5 ans, nous serions comme ça, dans 10 ans. Pompo a cité au Basanzo. Il faut voir, en 1982, le Zaïre dépassait la Chine. Mais ils ont projeté le problème d'ordre. De deux, le problème de sécurité. Le Congo, 60 ans après, n'a pas une direction d'état de sécurité et d'intelligence. Quelqu'un a parlé ici que le président de la République a présidé le Conseil des ministres. Je crois que
l'homme de Sorbonne et qu'il aurait dit ceci. Alors, qui veille sur les décisions et les orientations? Quel est le service de l'État qui pense que M. Gandhi a été gouverneur et qu'il y avait 300 écoles que Gandhi devrait construire et qu'il n'a pas construit, et qu'il est là? Le fichier démontre qu'il reprend encore les fonctions d'État. Mais les 300 écoles n'ont pas été bâties, loties, construites. Et l'argent a été décaissé. Alors, qui veille pour dire Gandhi, les 300 écoles et les 200 hôpitaux n'ont pas été construits, bâtis? Ça passe. Le Congo a un problème où le bâtiment serait de l'État. Et que pour s'acquérir le bien de l'État, qui est inaliénable et imprescriptible. Et ce passation des marchés s'est passé comment? Et qui en a fait? Qui a acheté? L'argent était logé où? Pour faire quoi? Sur ordre de qui? Ce marché d'État. Et enfin, la prédation. La prédation, c'est ce que le colonel avait parlé ici, de la haute mafia. Parce que nous avons aérianisé, et comme nous étions inconscients, professeur Kasson je passe sous réserve économique, les dépendants nous ont fait la privatisation. C'est-à-dire, il y a des experts des COPIREP qui ont fait la privatisation des entreprises sans action, sans actionnaire. C'est-à-dire une entreprise publique. Parce que l'électricité était privée et l'eau. C'est le maréchal Mobutu qui a réuni pour faire une société d'État, une société nationale pour éviter que les privés vendent l'électricité et l'eau aux Congolais. Il a fait ça une société d'État. Maintenant, si vous remettez dans la privatisation, et que qui ont amené les capitaux? Et ça a servi à qui? Alors, ce problème-là, qui, naturellement, vous parlez de l'ONATRA, c'est dans la privatisation. Tout à fait. Les chemins de fer. Et celui qui privatise, c'est pour en bénéficier, pour son compte propre, aux yeux et aux vues de tout le monde. C'est comme ça que c'est la prédation. Alors, le Congo a ses prédateurs vivants, qui sont 60 ans après. C'est Alors, comme ça que je propose. Oui, pour terminer, il faut qu'il y ait une commission vérité et réconciliation. Merci beaucoup. Maître Diagas, oui, c'est vrai, le tableau est toujours peint, le tableau est noir, vous avez quand même des souvenirs, et dans tel ou tel autre secteur, où est-ce que nous avons enregistré des avancées et d'où est-ce que nous devons encore remédier à certains malaises. Bon, madame, je crois que, parlant de nos 64 ans d'indépendance, à mon sens, j'estime qu'il y a eu des points positifs. Il y a eu également des points qui jusque-là restent à arranger. Je crois que l'historique a été fait ici par mon aîné Lokaka, mais je vais encore ajouter certains éléments pour connaître d'où nous sommes partis. Et là, je vais l'épingler tout simplement en 3 points. Je vais le dire sur le plan économique. Et en deuxième lieu, je vais en parler en termes de la classe des dirigeants. Et en troisième lieu, je vais parler en termes d'exercice politique. Et parlant de l'économie, je parle sous le contrôle du professeur Kasson Munganga. Déjà, lorsqu'il est dit que le Congo était pratiquement, je vais dire, un terrain de minerais pour la métropole, où on pouvait venir s'approvisionner pour faire fonctionner la métropole, c'est sous Léopold II. Léopold II, pour lui, le Congo, c'était son affaire. Ensuite, quand on évolue, on va au niveau de la colonie. Je voudrais ici préciser un élément. En termes de colonies, il y a 2 formes de colonies. Il y a ce qu'on appelle les colonies de peuplement et les colonies d'exploitation. Oui.
Pour le cas de la RDC, ce n'était pas une colonie de peuplement, c'était une colonie d'exploitation d'abord. Parce que le peuplement, c'est ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, où vous avez des Anglais qui sont là jusqu'à ce jour. Mais eux, c'était une colonie d'exploitation. Ils venaient exploiter pour renforcer la métropole, leurs États. Et ces systèmes, malheureusement, économiquement, on n'était pas vraiment prêts, nous, pour voir comment est-ce qu'on pouvait créer notre propre façon de développer économiquement notre pays. Parce que comment ça se passait? On était très fort en termes de minerais, on exportait, et puis pour avoir le gain de cette exportation, il fallait que ça passe par la Belgique. Après, lors de l'indépendance, ça a été tellement brusque avec le régime de la Belgique qu'il était pour nous très difficile d'accéder facilement et rapidement à ces recettes qui devaient transiter par la Belgique. Ça nous a causé un sérieux problème sur le plan économique avec ce que nous devons avoir comme produit intérieur brut. Et ça a continué. Lorsque ça continue, ça embrasse maintenant le côté, comme je l'ai dit, la qualité de notre classe politique. Lorsque nous accédons à l'indépendance, madame, c'était quoi la qualité de nos dirigeants de l'époque? Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que le colon de cet État avait un tout petit peu préparé les dirigeants. Vous prenez le cas de Houphouët-Boigny, qui avait même occupé des fonctions importantes au niveau de l'État qui était en train de coloniser la Côte d'Ivoire. Vous prenez également le cas du Sénégal avec Sédar Senghor, qui a occupé des grandes fonctions même au niveau de la France. Mais nous avions qui avait été réellement formé pour prendre la relève de ce que mon aîné Lokaka dit souvent, l'État. Nous avions qui? Vous avez au niveau de forces de sécurité de la défense du pays, je parle sous le contrôle du colonel, nous n'avions pas à l'époque, lorsque nous accédons à l'indépendance, nous n'avions même pas à l'époque un lieutenant. Tous, ils étaient des enfin, on n'était même pas des officiers, on n'avait pas d'officiers. Et vous prenez un Mobutu, beaucoup de respect pour notre ancien chef d'État, un Mobutu qui, en 1956, il quitte l'armée avec le grade de sergent, pour revenir en 60 avec le grade de colonel en étant commandant de nos unités. C'est-à-dire, il était en train d'accéder aux hautes fonctions avec, je veux dire, il tombait comme dans la soupe, ça veut dire il faisait dans le vide, il était dans la débrouillardise. Ça, je parle de la défense d'une nation. Je n'ose même pas parler de la classe politique où vous avez vu des étudiants, des gens qui étaient des étudiants à l'étranger, qui sont revenus devenir des ministres des Affaires étrangères, que Jean Lokaka connaît très bien. Cette classe rudimentaire a jeté le pays dans une gestion où tout le monde était dans le tâtonnement. Et ce tâtonnement n'a pas favorisé le développement économique de notre pays. Et jusqu'à ce jour, nous sommes victimes de cet tâtonnement parce que les systèmes, malheureusement, continuent. Et j'ai comme l'impression que si avant, c'était les diplômes qui faisaient défaut, aujourd'hui, ce n'est pas le diplôme qui fait défaut, mais aujourd'hui, c'est la bonne gouvernance qui fait défaut. Et ces démons des mauvaises gouvernances, je vais dire, se propagent dans chaque régime qui passe. Comme je l'ai dit une fois, les démons de la corruption. Les démons de la corruption qui a commencé avec Mobutu, jusqu'à ce jour, ce démon-là, il est là. Cette politique de la kleptocratie qui nous gangrène. Et on n'y fait pas attention, généralement, on pense que c'est bénin, mais en fait, c'est la source de nos malheurs. Parce que je prends un indicateur très simple. Quelqu'un qui décide de prendre 10 millions de la République pour lui-même. Bon, il prend ça, ce ne sont pas ses fonds, ce sont les fonds destinés à la réhabilitation de tronçons, par exemple. Il prend les 10 millions, c'est pour lui-même pour faire ce qu'il pense. Généralement, c'est pour entretenir les maîtresses, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais généralement, c'est ça, pour entretenir les maîtresses. Et ça, ce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est que lorsqu'on prend par exemple l'argent des fonctionnaires, en prenant cet argent, c'est combien de fonctionnaires qui sont impayés? Et lorsque ces fonctionnaires sont impayés, certaines femmes qui ne supportent pas partent. Et quand il y a divorce dans un foyer, vous avez des potentiels chègues, les potentiels chègues qui deviennent, comme mon aîné Lokaka le dit souvent, des gangs, et enfin des terroristes. Tout ça parce qu'il y a un individu sous la politique de la kleptocratie a décidé d'assouvir ses besoins au détriment de la République. Un démon de la corruption qui nous caractérise jusqu'à ce jour. Un grand problème, et je loue quand même le président de la République qui a fait de ces problèmes un combat d'État, avec le contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Ça, c'est génial. Et je souhaite à ce que le président de la République continue dans cet élan. Et pour terminer, madame, je vais parler de l'exercice politique.
avant de parler de l'exercice politique, je vais parler d'une situation de notre pays pour parler de s'il y a eu avancé ou pas. Je parle en termes, j'ai parlé de la défense, je vais prendre le côté de la justice. Ici, je regarde le président de la République, les magistrats suprêmes à titre honorifique, le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Avant l'indépendance, combien avions-nous en termes d'infrastructures de la justice? J'ai fait allusion aux tribunaux de paix, au TGI, aux cours d'appel. J'ai fait allusion aux prisons, parce que comme Monéné Lokaka parle ici de problèmes démographiques, où on ne sait pas identifier, on ne sait pas relever le nombre de décès que nous avons comme population. Mais les prisons sont construites en fonction de ce qu'il y a comme population dans une ville. Nous avons combien de prisons dans nos villes? Est-ce que chaque ville a une prison? J'ai suivi récemment dans les réseaux sociaux comment est-ce que les prisonniers étaient en train de se plaindre. Moi, je vais souvent à la prison parce que c'est mon travail. Surtout des prisonnières. C'est surtout des prisonnières. C'est déplorable. La situation au niveau de notre administration de la justice est en pleine dégradation. Et ça, j'exhorte le Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice ainsi que le chef de l'État à y veiller, à voir dans quelle mesure progressivement on peut revenir sur ces standards d'avoir une justice avec les normes réelles. Et je finis en me disant, pour parler maintenant de l'exercice politique, et ici je crois au niveau de l'exercice politique, nous avons connu quand même des avancées significatives. Parce qu'avant 60, le Congolais n'était en réalité pas un sujet de droit constitutionnel. Parce que le Congolais ne pouvait pas aspirer à devenir chef de l'État. Avec ce combat où nous avons arraché notre indépendance, même s'il y a encore des tares qu'il faut relever au niveau économique, il y a encore des éléments qu'il faut revoir, mais au niveau politique, nous avons connu des avancées. Parce qu'aujourd'hui, un Congolais peut penser devenir chef de l'État. C'est pourquoi même ici, nous avons Monéné Lokaka, Pompon Joli, qui pense un jour devenir aussi chef de l'État. Ça, c'est une avancée significative que nous avons connue dans ce pays en termes d'exercice politique. Aujourd'hui, en termes d'exercice politique, nous avons la liberté d'expression. Nous sommes ici en train de parler, nous pouvons critiquer l'action du gouvernement sans voir nos mains, nos pieds être coupés, sans voir nos bouches être saucissonnées. Nous pouvons en parler, nous pouvons en discuter. Ça, ce sont des avancées significatives. Donc, au niveau de l'exercice politique, je loue qu'aujourd'hui, nous ayons des institutions assises sur pied d'une démocratie et que le Congolais, dans son intégralité, les Congolais, tous que nous sommes, nous pouvons aujourd'hui aussi penser à gérer notre pays. Donc voilà quelques points qui caractérisent ce que nous avons connu comme chemin en termes d'indépendance. Dans le Forum des médias, il y a la liberté d'expression, ce n'est pas le libertinage d'expression. C'est pourquoi cette émission fait la différence. Justement. Voilà, oui, monsieur Eri, l'homme congolais a existé depuis. Et aujourd'hui, il est en train de connaître les différentes transformations, évolutions, révolutions, je ne sais pas comment vous appelez ça en termes... vous êtes... Anthropologue. Alors, sur le plan anthropologiquement parlant, comment pouvez-vous, aujourd'hui, 64 ans après, décrire l'homme congolais? L'homme congolais, anthropologiquement parlant, l'homme congolais est embourbé dans la culturation. Dans la culturation, sur tout le point de vue, en fait. Sur tout le point de vue, en commençant par la politique. Nous pratiquons le mimétisme. Du point de vue de l'économie, la Banque mondiale vous dit que vos économies sont des économies informelles. Oui. Et que faisons-nous de nos économies informelles? Est-ce que ces économies informelles, ne pourrions-nous pas les transformer en économies formelles congolaises? Parce qu'on nous dit que ça échappe à l'État. On ne sait pas combien ces mamans réalisent, combien ces chailleurs ambulants réalisent. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant pour avoir notre propre modèle économique? L'homme congolais est plongé dans un métissage où il a tout perdu, en fait. C'est pour laquelle moi je dis, nous sommes des sociétés, nous sommes une nation apatride. On n'a pas de l'identité. Si mon aîné Lokaka parlait de la carte d'identité, moi je parle ce qui est au moins facile, dont on va payer le permis de conduire. Quand dans un État,
pour avoir le permis de conduire. Le permis de conduire que nous détenons, ça a expiré depuis 2020-2021, je crois. Mais jusqu'à ces jours, qu'est-ce qui manque pour produire le permis de conduire? Quand vous demandez, quand vous fouillez, quand vous menez des recherches, on va vous dire c'est un problème de marché qui se dispute entre les hommes politiques pour chercher leur gain. Est-ce qu'on a encore intériorisé quel est le modèle propre à nous de la gestion, madame? Parce que nos ancêtres avaient un modèle de la gestion. Je fais référence ici à l'Empire Cuba, récent ici à l'Empire Congo. D'accord? L'Empire Congo avait des entités administratives et politiques. Il y avait une monnaie. C'est qu'il y avait un système financier. Les Zimbo. S'il y a une monnaie, c'est qu'il y a un système financier. Il y avait des banques. C'est que l'économie était posée. Il y avait des gens qui réfléchissaient sur l'économie. Les savants existaient. Mais pas au modèle occidental. Oui, avant que l'homme blanc vienne. Avant que l'homme blanc vienne. Parce que, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand il y a confrontation de deux civilisations, la civilisation la mieux outillée en termes d'armes anéantit la civilisation la moins outillée en termes d'armes. Parce que ce que le blanc avait eu, c'est l'arme à feu. Pourquoi les Blancs a développé l'arme à feu? Pourquoi? Parce qu'il y avait des conflits dans leur continent. Alors, pour vivre dans cette situation conflictuelle, il fallait développer des armes de défense, soit pour attaquer ou pour se défendre. C'est-à-dire, le développement de l'homme vient aussi des crises. Des crises naissent des capacités de l'homme à pouvoir faire face aux grands défis. Pour faire comprendre un peu à ceux qui nous suivent, j'ai dit seulement, si chez les Blancs, il n'y avait pas le froid, ils n'allaient pas nous construire des maisons en matériaux durables. Par exemple, qu'est-ce qu'une maison construite en matériaux durables et en tôle, en tuiles, peut faire en pleine forêt équatoriale? Alors que vous avez l'humidité, vous avez l'air naturel. Nous parlons de la République, monsieur le colonel, s'il vous plaît. En fait, de tout cela, en tant que chercheur en anthropologie politique et de développement, je crois, madame, fermement, je le dis souvent ici, qu'il faut investir dans la recherche. Vous savez, nos 8 cerveaux ici réunis, pour une même cause, nous sommes capables de surmonter beaucoup de défis. Beaucoup de défis, alors beaucoup. Mais est-ce qu'il y a cette volonté-là? Parce que pourquoi les Belges affectaient 10% de son budget à la recherche scientifique? Mais pourquoi? Tous ces laboratoires qu'il y avait dans toutes les provinces, où est-ce qu'ils sont partis aujourd'hui? Tous ces instituts de recherche pour le développement de l'agronomie, pour le développement de la pêche, où sont-ils partis aujourd'hui? Est-ce que je peux encore parler des laboratoires de la recherche, des laboratoires subsahariens de la recherche d'anatomie de l'Équateur, en Mbandaka? C'est en Lambo aujourd'hui. Vous imaginez à l'époque où Mbandaka avait le même développement que Djobour? Parce que le même type de maison que vous trouvez en Mbandaka, ce sont le même type de maison que vous trouvez à Djobour. Ah bon? Bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, Mbandaka peut rivaliser à Djobour? Même pas qui sait. Quelle dégringolade qu'on a subie. En fait, dans l'analyse socio-anthropologique, en fait, je considère l'homme congolais, dans un langage simple, comme quelqu'un qui a atteint 60 ans ou 64 ans, mais il est encore sous les toits parental. Donc tout ce qu'il gagne, c'est pour aller au coin, prendre un verre, et puis le soir, quand il rentre, il réclame encore la nourriture auprès de cette maman qui a déjà vieilli. Maman wa fufunanga. Alors tout ce qu'il gagne, ça lui sert seulement à acheter les vêtements. Ce sont le dupe
que nos autorités se promènent avec, une bouteille de champagne, le luxe. Mais qu'est-ce que nous donnons à cette vieille maman qui nous a nourris? Et aujourd'hui, cette maman n'a plus de force en fait. Et si elle meurt aujourd'hui, est-ce qu'aurons-nous la capacité de pouvoir l'enterrer? Vous voyez, madame? Donc, j'interpelle ici l'État congolais. Peu importe ce que nous pouvons dire ici, peu importe les décisions que nous pouvons prendre, il faut investir dans la recherche et avoir une vision claire dans chaque secteur. Parce que 60 ans après, 64 ans après, vous avez la capacité de pouvoir de maïs, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Vous avez la capacité de manger vos propres poissons, mais vous n'en mangez pas. Pourquoi? Et je regrette, hein, quand je vois à la Régie des eaux, quand la Régie des eaux a fêté ses 40 ans, on a mis un banderole, on a dit, dans ces 40 ans, depuis plus de 50 ans d'existence, la Régie des eaux ne dessert que 40% de la population congolaise. Mais c'est une honte. Ok, d'accord, merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Bon, en fait, nous avons une contrainte qui est le temps. Je vous dis que même à l'émission prochaine, nous allons continuer avec ça parce qu'il y a beaucoup à dire. Je voudrais donner la parole au colonel depuis qu'il a commencé à murmurer. Aujourd'hui, il a plus de 64 ans. Donc, donnons-lui la parole. Professeur, non, j'allais dire professeur, mais colonel, mon colonel. Aujourd'hui, j'ai parlé au début de la nostalgie. Ici, on a parlé de... J'ai suivi M. Lokaka qui a dit non, il y a des avancées, nous avons commencé comme ceci, comme cela. Bon, l'évolution technologique comment nous impose cela. Mais entendre M. Eri, en tout cas, c'est le contraire. Alors, vous, mon colonel, oui, sur le plan militaire, Madame, d'abord, j'ai très bien suivi Henri. Tout ce qu'il a développé, sans la paix, il ne peut pas le faire. Faire même des recherches Voilà. dans... Sans la paix, il ne peut pas le faire. Quand Banda, quand on faisait ces recherches, il y avait la paix, la sécurité. Oui. Sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Or, ça fait combien de décennies nous n'avons pas de paix? Les Congolais, vous n'arrivez pas à tirer les leçons du passé. Non. Nous avions des gens, il a fait une analyse assez exhaustive. On n'avait aucun officier, c'est quoi, c'est Maître Djamba, aucun officier. Il y avait l'adjudant-chef Lundula, que Lumumba avait nommé, voilà. Mais madame, ces gens-là, les bobozos, ils n'ont pas fait l'école royale comme moi, mais ils ont bien géré l'armée. Très bien géré l'armée. Ok. Alors, qu'est-ce qui justifie ça? Vous savez, en 1960, et même avant ça, la force publique était une puissance en Afrique, une puissance militaire en Afrique. Et c'est pour cela, d'ailleurs, après avoir chassé les Allemands du côté de la Tanzanie et au Rwanda ici, après avoir chassé les Italiens en Éthiopie, c'est ainsi que vous avez Gambela, Éthiopie, Brimani, tous ces noms-là, ce ne sont pas des noms congolais. Donc après toutes ces victoires-là, c'est pour cela que la force publique, les Congolais ont accompagné la Belgique envahie par l'Allemagne. C'est ainsi qu'ils ont fait 14-18. Et donc, on a parlé des diplômes avec l'évolution technologique, etc., etc. J'ai dit, on nous tire... Aujourd'hui, moi, je me dis, nous sommes 50 ans en arrière. 50 ans en arrière. 50 ans en arrière. Parce qu'en 60, nous avions quoi? Nous avions le même niveau avec le Canada, même niveau avec la Corée du Sud.
Mais regardez aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Quand vous parlez de même niveau avec le Canada, la Corée du Sud, qui sont les acteurs qui ont permis à ce que nous puissions avoir ces niveaux-là? Ce sont les autres, ce sont les Belges, ce n'était pas nous. Donc nous ne sommes pas préparés à la grandeur, nous. Non, il y a un problème de préparation. Je crois que c'est Maître qui a parlé des colonies françaises. Parce que j'ai une histoire de l'armée au niveau de la Côte d'Ivoire, du Niger et au Sénégal. Là, je sais comment les officiers ont été préparés par les Français. Oui. Contrairement à nous ici pour les Belges. Et c'est de la même façon au niveau civil. Parce que moi, j'ai fait mon travail de fin d'études, le partenarialisme belge au Congo, le cas de la Gécamine. Donc, ce partenarialisme-là, qui était si vous voulez, une dimension au niveau politique de la Belgique, pour garder les Congolais, les prendre en otage, les laisser esclaves. Et je crois que c'est cette politique qui a commencé, qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait que, bon, nous, malgré les gros diplômes que nous avons eus, nous n'avons pas tiré des leçons pour ça, pour corriger. Lui, il a parlé, Pompo a parlé de Nigeria, au Obasanjo, le général Obasanjo, il est général. Il est général, oui. Donc, et il a même dit, nous n'avons pas eu ce genre de personnes pour que le Congo puisse changer les paradigmes. Mais je pense aussi que on ne nous donne pas les moyens aux gens pour y parvenir. Il a parlé de laboratoires, etc., etc. Donc, Moulimbe, notre savant, qui était professeur ici, il tombe malade, c'est un œil. Il sollicite l'appui du pouvoir pour qu'il aille se faire soigner. On dit non, il n'y a pas de moyens pour le faire soigner. Et le monsieur, il se déplace et c'est les Américains qui le prennent en charge. Et il a dit bye bye Congo. Non seulement il dit bye bye, les Américains l'ont pris, ils sont partis avec. C'est l'intelligence. Ils sont partis avec et aujourd'hui ils travaillent. Ils travaillent pour les Américains. C'est le cas. Nous ici, on pouvait. Mais nous sommes patriotes, nous sommes rentrés. Moi, je serais resté là-bas parce qu'il y avait toutes les tentatives pour que je reste là-bas. Donc. Vous le regrettez? Oui, à moitié. Bon, à moitié, un peu. Parce que vous n'avez pas la même vie avec Moudimbe. Hein? Non, mais bon, parce que non. Non, nous a même fait. On nous a donné des nanas belges et tout ça. Des nanas, oui. Ouais. Parce qu'à notre époque, vous savez, madame, il y a eu le système au niveau des études. D'aide coloniale. Oui. Enfin. Pour avoir les femmes pour payer par exemple, je n'avais pas fait la 5e année. Il y avait le système de 4e sélectionné. Donc, tous les élèves brillants, on les faisait sauter des classes. Ok. Oui. Donc, c'est comme ça. Je n'ai pas fait 6 ans. On m'a fait sauter des classes. Ok, parce que vous étiez très intelligent. Donc, voilà, nous devons tirer les leçons du passé. Nous n'avons pas tiré les leçons du passé. Et au niveau de l'armée, c'est la même chose. Et donc, je termine, madame, pour dire à monsieur Lukaka, la prédation dont on a parlé ici, mais les régimes les plus prédateurs que j'ai connus, c'est les régimes de 18 ans. Oui. Parce que, madame, et puis, ceux-là qui ont mis ces pays à genoux, ceux qui ont mis le pays à genoux, on les trouve encore aujourd'hui. Parce que quand je prends, madame, la loi de la sous-traitance, c'est antisocial. Mais quand nous disons aujourd'hui, tout se trouve dans les mains des étrangers.
Mais c'est la loi de la sous-traitance. Et qui l'a fait voter? C'est monsieur le grand professeur en économie. C'est qui? C'est qui? Oh, mais vous l'appelez tous ici professeur, grand professeur d'économie, c'est Caméré. Ok, merci beaucoup. Monsieur Pompon. Encore. Que dire encore? Quel secteur encore? Est-ce que tous les secteurs sont paralysés, vraiment, vous croyez? Vous savez, lorsque les prémices sont fausses, la conclusion les sera. Les Congos, on a réclamé l'indépendance, ça a créé d'abord un débat entre les deux grandes structures, Abaco et Groupe d'Indiza. De l'autre côté, il y avait une demande de l'indépendance pour 30 ans avec Van Bilsen. Et heureusement, on avait des Congolais qui réfléchissaient. Ils ont dit non, non, nous voulons une indépendance immédiate. Mais sans pour autant analyser et estampiller les problèmes. Parce que la société comme elle régentée évolue, la meilleure richesse, c'est l'homme. On peut beau avoir des diamants, pétrole, mais si vous manquez l'homme, ça pose un problème. C'est pour cela, au début, quand les Belges ont foulé les pieds ici, il fallait créer la mobilité entre l'air minéré, l'air richesse pour aller de l'autre côté. Après avoir identifié les problèmes, il manquait à cette époque-là des routes, la communication. Et leur première réalisation, c'était la construction de chemins de fer. C'est pour cela, il y a un Belge qui a dit, sans les chemins de fer, les Congos... C'est un Anglais. Stanley. Stanley. Boula Matadi. Exactement. Alors, pourquoi? Parce que le chemin de fer permettait à l'État d'évacuer les biens, même les Congolais de cette époque-là, de faire des déplacements. Alors, quand il y a eu maintenant des échanges, des malentendus, des quiproquos, les Belges savaient qu'au Congo, il n'y a rien, à part la richesse minérée. Il n'y avait pas d'hommes. Qu'est-ce que les Belges nous ont laissé comme pensée? C'est-à-dire, il y a eu les évolués et même pas des intellectuels. Qui est un évolué? Un évolué, c'est quelqu'un qui est dressé. C'est-à-dire comment on tient une fourchette, comment on mange sur la table, comment on porte une cravate. Tu te limites là. C'était ça. Alors, ce sont des évolués qui ont conduit le Congo jusqu'à aujourd'hui. La Belgique a laissé plus ou moins 10 entreprises. Et les Congolais, après leur débat, après leur appétit, vers les années 90, les Congolais nous ont dit allez piller parce que ce sont vos biens. 1991-93, je crois, les dépillages. Des 10 000 entreprises, on est resté à 5 000, je crois 4 000 quelque chose d'entreprises. Moi, je connais des parents, des 90 aujourd'hui, ils ont perdu leur travail. Ils ne travaillent pas jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, dans une famille, lorsqu'il y a la pauvreté, vous risquez de perdre vos femmes, votre femme, comme a dit Maître Jagast. C'est-à-dire les enfants peuvent figuer la maison parce que l'homme a besoin de manger. Et il y a l'absence de la paix. Donc c'est ça les problèmes. Alors, les deuxièmes problèmes, d'abord il faut comprendre pourquoi il y a eu des colons ici. Il y a eu des objectifs. Le premier objectif, c'était l'oppression culturelle, comme a dit mon voisin d'en face. Il y a un deuxième objectif de colonisation, c'était l'exploitation économique. Et vous avez donc, on exploite les richesses. D'abord, on change votre mentalité. Okay. Or, alors qu'ils ont trouvé le Congo avec une organisation impeccable. Si vous partez au Royaume Congo, il y avait une assemblée nationale. Il a parlé des monnaies. Donc, tout ce qui se passe ici aujourd'hui, ça s'est passé au Congo ancien. Mais les Belges, alors, comment exploiter ces gens? Il faudrait d'abord une étude anthropologique, comprendre le vrai comportement de l'homme africain, singulièrement de l'homme congolais. Faire une étude sur l'ère pénigré, par exemple. L'arbre généalogique, c'est qui un peuple congolais, c'est qui, exemple, un Andé, ainsi de suite. On connaît maintenant ces peuples, on peut les exploiter. Et aujourd'hui, après cette étude, il faut maintenant implémenter ou imposer la politique. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes vraiment dépourvus. Et ça me tente à dire
et a donné raison à quelqu'un que je n'ai même pas voulu lire son livre, Mutinga, qui a dit le Congo est un pays des inconscients. Hier, la guerre du caoutchouc, aujourd'hui, la guerre des coltans, demain, c'est la guerre de l'eau. Vous l'avez lu quand même. Le service, normalement, l'État, comment fonctionne l'État? C'est melting pot, une marmite, tu as des éléments à l'intérieur. C'est comme une maman qui prépare le pondou. On dit que tu as mangé, j'ai mangé du pondou. Mais en réalité, ce n'est pas que du pondou. Il y a de l'eau, il y a les sels, il y a de l'huile, il y a des épices, il y a les fées, et puis les génies de la personne qui prépare. Alors, qui prépare les pondous? C'est la maman. La maman, maintenant, sur le plan étatique, c'est le visionnaire, ou la visionnaire, c'est le chef de l'État. Les épices, ce sont des structures, le fait. Alors, l'ensemble de ces interactions qui forment un État. Donc, l'État n'est pas une affaire d'une seule personne. Malheureusement, est-ce que le Congo est-il un État? Ou l'air de cet tel un État? Moi, je me pose la question, je dis non. Aujourd'hui, nous avons des micro-États. Si vous êtes devant un Kassaïen, singulièrement un Moloba, vous critiquez Tshisekedi, vous êtes ennemi. Or, Tshisekedi, si vous lisiez comment dirais-je, la cartographie de la CENI, qui permet aux challengeurs de comprendre comment gagner les élections, comment partager et tout, il n'y a aucune province qui peut vous donner un président. Les Kassais représentent, je crois, 2 ou 4%. Donc, pour avoir un président, il faut faire la sommation de différents pourcentages pour donner à l'RDC un président. L'Équateur donne 2%, les Kassais donnent autant de pourcents. Vous compilez et les présidents 68%, 72% comme les nôtres aujourd'hui. Donc, le président, à un certain niveau, il quitte son casquette d'être un président kassaïen, mais il est RDC parce que c'est une institution. Mais allez chez un Andé, allez chez quelqu'un des Bandundu critiquer Fayoul, vous êtes quelqu'un à lyncher, un ennemi. Sommes-nous vraiment un État et une nation? Non. Il y a maintenant des micronations. Le premier travail, parce que le développement ne peut jamais venir là où il y a la division. Le premier des choses, c'est la cohésion nationale. Et la cohésion nationale est définie comme une nation. Parce que la nation, vous êtes un, vous êtes bloc. Donc c'est ce que nous devons d'abord travailler. C'est ce que Mobutu a fait. Parce qu'avant 1960, l'État était pareil. Si vous êtes vers la partie qui serpente Kinshasa, fleuve Congo, vous allez trouver Kisangani équatorien. Vous êtes de l'autre côté, Bas-Congo, partie est de Kinshasa, Bandundu. Mobutu a compris, il a estampillé les problèmes. Moi, je ne peux jamais me développer avec vous, avec cette réalité. Tatabo Moko. C'est ce que nous voulons ici au Congo. D'accord. Donc, pour citer madame, il a parlé des fonctions, des grades de Mobutu de 1954, 56 à 1960. C'est vrai, on a tous étudié. Je sais que pour passer un grade à un autre, il faudrait 3 ans. Si vous ratez, c'est 6 ans. Mais il y a des bravoures à l'armée plutôt. C'est-à-dire tu peux quitter major quand tu fais quelque chose qui est exceptionnel. Tu quittes des majors et puis tu es colonel, par exemple. Oui. Kabila a dit à un joueur, si tu étais un militaire, je pouvais faire de toi un général-major. C'était un capitaine de la RDC, c'est pas. Dans l'armée, il y a des réalités. Il a quitté lesquelles pour devenir général-major, c'est normal. Non, c'est-à-dire il y a des... Comment l'armée est structurée, je sais qu'il y a des bravos. Je ne parlais pas de Mobutu, je parle des petits points où moi j'ai quand même une petite expérience. Donc, madame, c'est ça. Je pense que les Congo n'avancent pas. Le Congo recule à plusieurs pas en arrière. Ok, donc, si vous comparez Kinshasa d'aujourd'hui et Kinshasa des 20 ans passés, vous allez vous rendre compte que Kinshasa d'aujourd'hui est trop sale. Or, la saleté rend malade. Et je pense qu'il faut vraiment une bonne étude pour changer ces paradigmes. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Gandhi, votre lecture des choses. Eh oui, il est très malaisé. La question est très claire, mais il est très malaisé de pouvoir parler ni d'analyser la situation de notre pays, de notre État. Puisque c'est très difficile, puisqu'on devient indépendant brusquement. Ça, il faut se le dire. Nous ne sommes pas devenus indépendants comme l'Algérie s'est battue en France et en Algérie contre la France pour son indépendance. Nous, c'était des tractations. Même à l'intérieur de notre communauté, de nos élites de l'époque, que ce soit les modérés et les autres, personne ne pensait à l'indépendance.
On pensait à l'autonomie, à la collaboration avec la Belgique, avec les Belges. Jamais de l'indépendance. Seul, malgré ce que nous dit ici Lumumba, seul Kasavubu avait passé à l'indépendance. Mais ce n'était même pas une indépendance. Quand on gratte, c'est un système que les Belges voulaient mettre en place, à savoir créer des provinces autonomes, que certains ont pensé indépendance, qui étaient beaucoup plus évoluées pour avoir leur autonomie petit à petit avant d'avoir une indépendance totale du pays. Tout a commencé comme ça. Seul Kasavubu, à l'époque, avait parlé de l'indépendance, mais dans le sens de l'autonomie, qui est une indépendance de la région du Congo central de l'époque. Ce n'était pas pour que le Congo central, contrairement à ce que beaucoup disent aussi, c'est les tâches du Congo. Non, c'était puisque le Congo central est très évolué sur le plan économique, sur le plan intellectuel, puisqu'on formait beaucoup de Congolais au Congo central et dans le Bandundu. C'était dans ce sens-là. Congo central, nous sommes... non, allez. Précurseur. Congo central est précurseur dans beaucoup de choses. Beaucoup ont parlé de l'Empire Congo. Ça m'intéresse à double titre. Congo, le Royaume Congo. On en parle encore aujourd'hui pendant que nous sommes distraits. Le Royaume Congo existe au travers des rites, au travers ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe en Colombie, dans la communauté noire. Aujourd'hui encore, en Colombie, quand on fait des rites, c'est le rite Congo. Et des rites Congo, il y a même une langue, dans le palanca nègre, il y a encore cette manifestation de la culture congolaise du Royaume Congo là-bas. Pendant que nous avons plutôt tourné le dos à cette culture, nous allons vers la culture occidentale qu'on nous a amenée. Contrairement à ce que j'ai entendu ici en disant, ils ne sont pas venus avec les armes, ils sont venus nous conquérir par l'esprit, c'est-à-dire par la religion. À l'époque, on parle ici de Madame comment la grande dame du Congo, de l'Empire Congo, Kimpavita. Vous savez que Kimpavita était chrétienne, mais ce n'était pas un chrétien ou une chrétienne comme nous aujourd'hui. Kimpavita a dit oui à la chrétienté, mais sans oublier notre culture Congo. Il s'est battu par rapport à ça. Un syncrétisme, une synthèse entre la culture occidentale et la culture Congo. Il a vécu comme ça. La continuité de la défense de Kimpavita par rapport à notre culture continue aujourd'hui dans les palenka negra. Si je vous dis aujourd'hui, il y a même une langue qui existe, qui est une contraction de l'espagnol et du kikongo. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces entités-là. Ils sont aussi d'ici. Mais le problème, c'est que nous avons jusqu'à présent eu des ministres de la culture incultes. J'espère qu'avec l'actuel, nous pourrons aller vers nos compatriotes du Brésil, de la Colombie, du Pérou, et voir même aux États-Unis. Vous voyez le quartier Nouvelle-Orléans, le quartier où on a mis en place, créé le jazz. C'est le quartier Congo. Moi, j'ai été aux Antilles plusieurs fois. J'étais à La Réunion, surtout aux Antilles, en Guadeloupe précisément. Vous savez qu'il y a des quartiers des nègres guinéens, ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi des quartiers nègres Congo, c'est les noirs du Congo. Non, mais on est distrait. Ces gens-là veulent venir voir d'où ils sont partis, quelle est la culture, etc. Notre problème, c'est là. Mais pour revenir à l'État congolais défaillant, cette défaillance commence à l'indépendance. L'État n'a jamais existé. On nous a donné l'indépendance sur le plan de déclaration. La preuve en est que quand on nous a dit 30 juin, vous serez indépendant, on était content, on était dans l'euphorie. On a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'était la conférence économique. Qui est resté là-bas? Personne. Il y avait Mobutu. Oui, c'était des exceptions. Mobutu, à l'époque, avait déjà compris que c'est là. C'était un des rares qui est resté en Belgique pour cette conférence. Il le savait. C'était un homme averti ou bien il est allé parce que ce n'était pas un économiste? C'était un homme d'une grande intelligence. Mobutu, vous l'avez vu œuvrer ici en tant que chef de l'État. Il y avait un professeur d'économie qui pouvait rivaliser Mobutu. Il y avait un journaliste qui pouvait rivaliser Mobutu. Non, il était d'une très grande culture par la lecture. On devient indépendant, mais sans les attributs d'un État indépendant. Puisque l'avion indépendance, notre pays n'a jamais décollé. Au moment où on devient indépendant, en fait, l'armée est encore sous le joug de la Belgique. Il a fallu qu'il y ait une rébellion de nos soldats
que le général Janssen se leur dise avant indépendance égale après indépendance, etc. Pour vous dire, vous êtes indépendant, mais nous sommes encore là en train de vous contrôler. C'était des manières symboliques pour vous dire que vous n'êtes pas indépendant. Mais pendant ce temps aussi, mais quelques attributs économiques, on ne les avait pas non plus. Les droits des douanes, on est indépendant, c'était touché Anvers. Non, mais ça pose un problème, on n'a jamais décollé. Faute d'une prise de conscience, il fallait qu'on prenne les choses en main dès le départ, qu'on définisse quel État nous voulons, puisqu'on sort d'un État colonial. Qui a défini l'État qui est l'État congolais indépendant? Qui l'a défini? Quelles sont les élites de l'époque qui ont défini, qui ont échangé là-dessus pour mettre les structures de l'État en place? Puisque l'État, c'est des structures. Les structures, c'est quoi? Entre autres, l'administration. On a continué avec l'administration belge. À l'époque, ce pays ici, géré par un ministre des colonies, un gouverneur général et 6 gouverneurs de province. Et 10 directions générales qui faisaient office plus ou moins, aujourd'hui on peut comparer au ministère. Ceux qui ont construit des routes, qui ont construit avec l'église des écoles, toute la structuration d'un État normal, mais qui était un État colonial. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a plutôt tout bousillé, excusez-moi du terme, on a tout cassé pour arriver à l'état dans lequel nous sommes. C'est dans nos gènes? Non, c'est quoi alors? Manque de connaissances. J'ai toujours, moi, prôné les 3 S. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Mais il se passe que nous, en 60, on n'avait pas beaucoup de gens qui avaient les savoirs. Le savoir-faire, c'était limité à l'administration des bases, des commis, des clercs. Mais le savoir-être, certes, à l'époque, il y avait un savoir-être policé par l'Occident, par la Belgique. Mais le lendemain de l'indépendance, on s'est dit, on tourne le dos aux habitudes, aux attitudes qu'on avait pendant la colonisation. Donc, on est sorti de la colonisation, on a sorti tout ce qui était le savoir-être. On est resté dépourvu, sans savoir-être, quelles que soient tes connaissances, même comme Mobutu avait fait appel aux universitaires, il s'est rendu compte qu'il ne suffit pas simplement d'avoir le diplôme d'université pour avoir le savoir-faire. Il ne suffit pas simplement d'avoir le diplôme d'université pour avoir le savoir-être. On est passé de là jusqu'à présent. Le pays a plus reculé qu'avancé, contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là. On a reculé au-delà même des 50 ans. On a reculé dans ce sens où, pour remettre le pays sur les rails aujourd'hui, il faut à un moment donné qu'on s'arrête, qu'on étudie quel État on doit mettre en place, avec quelle structure administrative. Mais tant qu'on aura toujours les 50 ministres, les 40 ministres, on n'arrivera pas à créer une bonne administration, une administration viable. Ça pose un problème. Lumumba d'ailleurs, les lumumbistes ne peuvent pas me contredire, quand il y a eu l'indépendance, lui-même a écrit avec un journaliste belge un bouquin, Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Et il prônait, il savait qu'il y avait des défaillances. Il prônait à ce qu'on mette en place un gouvernement belgo-congolais, puisque seul, il savait, il pensait déjà à cette époque qu'on serait dans l'incapacité de pouvoir créer un État et une administration solide. Donc, d'où il y avait des tractations aussi, je termine là, le plan Van Bilsen, où il fallait former les gens pendant 30 ans avant de nous donner l'indépendance. Mais finalement, vu que quelques-uns commençaient à se bousculer par la pression de la Guinée et du Ghana, Kwame Nkrumah et Sékou Touré, on dit non, donnons rapidement pour contrôler ce pays, puisque sinon, si ces gens-là, ces 2 pecnos viennent, disons, excusez-moi du terme, ces 2 chefs d'État de Ghana et puis de la Guinée viennent, on risque de se retrouver avec des communistes, sachant qu'à l'époque, on était en pleine guerre froide. Je termine là. Merci beaucoup, professeur. On termine avec vous. Oui, à l'époque, on a dit ici, hein, la table ronde économique n'a pas connu beaucoup de succès. Du 20 janvier au 20 février, pendant un mois, il y a Mobutu et quelques-uns qui n'étaient pas expérimentés, donc qui n'avaient presque pas de la matière. Mais quand après avoir... pour enrôler le peuple congolais à cette époque-là, dans ces mouvements de l'indépendance, quel a été le discours des hommes politiques? N'est-ce pas qui disaient ceux qui t'ont eu pendant tokofuta le sous pas côté, tokofuta sous unité. Alors ça nous a poursuivis jusqu'aujourd'hui sur le plan économique. Oui.
D'abord, je vais faire le plan après. Mais pour ce qui est au foot, pas coûté, nous n'aurons pas saisi cela. Oui, bien sûr, je suis du Kassai, de Mbujimaï. Il y a eu le Moulopo et Kalonji qui avait dit ça, qui avait cherché à endormir les gens et qui a fait même la dictature. Alors, il y a eu donc les Balbas et même qui avaient aussi, je peux dire, le sang de la démocratie dans les sangs. Ils se sont révoltés contre lui. Il y a eu donc Ngalula Pandajila, Tshisekedi Etienne, Mabiga Kalanda. C'est pourquoi donc, on était avec eux ici à Kalina en 1962 comme réfugiés politiques. Ils étaient des réfugiés politiques ici contre... Dans leur propre pays. Oui, oui. Ils ont quitté Mbujimaï, ils étaient ici. Et à Kinshasa. Félix n'était pas encore né. Hein, oui. Quand nous étions avec son père ici. Félix n'était pas Félix, est né plus tard après, mais je crois 63. Bon. Alors, maintenant, ce que je peux dire, c'est peut-être... Nous pouvons parler du bilan de notre pays 64 ans après l'indépendance. Moi, j'ai vécu avec tous les chefs d'État. Et alors, je peux d'abord parler un peu le comportement de l'évolution de la situation pour chacun des chefs d'État et puis je trace le bilan. D'abord, après 60, nous étions avec Joseph Kasavubu. Les mœurs étaient bonnes. J'étais au collège Albert Pémy avec Kasavubu Adolphe, le fils aîné. Il fallait qu'on vous montre, qu'on vous dise que celui-ci, c'est le fils du président. Je vous dis vrai. Nous avons vécu avec lui. Il était une année un peu avant moi. Kasavubu, il fallait qu'on vous le dise. La simplicité totale. Effacée. Et à la Banque centrale, on avait l'un des premiers universitaires, Albert Ndele, et Kasavubu ne s'intéressait pas à la Banque centrale. Non. C'est-à-dire, ne cherchez pas le financement monétaire. Vous avez même entendu que quand il voyageait, l'argent qui restait, il donnait au trésor. Et quand il passait sur la route, il fallait qu'on vous dise que c'est le président. Il allait là où se trouve maintenant l'enseignement supérieur, où était le ministère de l'Intérieur. Nous, on étudiait là-bas, il n'y avait pas. Donc, alors, ça fait qu'il y a eu des troubles dans les pays. Alors, pour cette période-là, il n'y a pas eu de croissance parce qu'il y a eu des troubles. Il y avait, sur le plan économique, vous avez trouvé qu'il y avait stagnation un peu économique. Donc, de 60 jusqu'en 65. En 65, bien sûr, il y a eu le coup d'État. Et alors, en ce moment, quand il y a eu le coup d'État, le président de la République a eu, en 67, je crois donc, nationalisé l'Union minière du Haut-Katanga qui est devenue GECAMIN, l'AMIBA, Forminière qui est devenue l'AMIBA. En ce moment-là, avec justement la conjoncture internationale, on a commencé à avoir un peu une certaine croissance économique. Mais sans voir l'extérieur, avec Mobutu, nous arrivons en 1973. 1973, il fait la zaïrianisation. Mais avant que je dise ce qui va arriver, c'est que maintenant, je vous ai dit que chez Kasavubu, il fallait qu'on vous montre même ses enfants. Et qu'il avait vraiment le sens du respect du bien public. Mobutu, je crois qu'en ce moment-là, d'autres, vous étiez encore petit, il avait dit que tout ce qui est au pays lui appartient. Tout m'appartient. Je pense que vous avez pu. C'était l'autre monde. C'était vraiment tout à fait différent avec Kasavubu. Alors, Mobutu, quand il a eu en 73, 74, il a maintenant la zaïrianisation, c'est-à-dire l'outil de production a été détruit. On a donné aux Congolais qui n'étaient pas préparés. Bien préparés. Qui n'étaient pas préparés à ça. Alors, c'est les débuts de la crise congolaise. Nous sommes la catastrophe. Nous commençons
à connaître ce qu'en économie nous appelons dépression économique, c'est-à-dire taux de croissance du PIB négatif. Alors, en ce moment-là, comme nous étions avec Mobutu, nous avons commencé à faire appel au FMI. En 76-77, on a fait un plan, ça n'a pas été tenu. On a commencé à recourir toujours au Fonds monétaire international, on n'est pas arrivé à faire. En 69-80, je crois que vous le savez, on a fait un plan qui a causé le malheur vraiment des Congolais, la démonétisation. Tout ce qu'on avait, c'était vraiment démonétisé. Et donc, c'était une catastrophe. Et puis après, même plus tard, en 1983, on a fait un autre plan. Ça a échoué. Alors en 87, on fait l'autre plan. C'est toujours avec... Les taux de croissance étaient toujours négatifs. Mais avant que je continue, que je dise un peu aux Congolais qui le savent, que quand le taux de croissance est négatif, inférieur à 2, à 3, ou bien en dessous de 0, pendant que la croissance démographique est normalement de 3, les revenus annuels, les niveaux de vie baissent. Ouais. Pour que ça s'améliore, le taux de croissance doit être au moins égal à 3, ou bien supérieur. Les gens doivent le savoir. Alors, maintenant, en 87, Mobutu, il a dit non, il ne faut plus payer rembourser des dettes à Kengo, qui était Premier ministre. Il a dit on ne mange pas la rigueur. Donc, alors, le FMI a dit bon, gérez vous-même. C'est ainsi que maintenant, la dépression économique s'est aggravée et est arrivée en 1990. Justement, moi, j'étais à la Banque centrale. On a commencé à... Planche à billets a fonctionné fortement. C'est en ce moment-là que, justement, en Afrique, nous sommes les premiers pays à connaître ce qu'on appelle hyperinflation. Et moi, j'ai fait des études là-dessus, au Congo, à l'Ovanium, sur l'inflation. Ça fait que l'inflation a commencé là-bas au août 1990 jusqu'à août 2001. L'hyperinflation, ça signifie que c'est le début même de la dollarisation de l'économie, c'est-à-dire la fuite devant la monnaie. Avec Mobutu, nous sommes continués comme ça jusqu'en 1997. Alors, Kabila est arrivé. Avec Mobutu. Vous n'avez pas cité les pillages, parce que bien qu'il y a 90 fuites, mais quand on pille, on détruit le tissu économique, parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont occasionné les gens pour piller systématiquement. Et dans ce cas... Ça, c'était l'enfer. Oui, c'est que justement, notre frère dit, c'est exact. Il y a eu d'abord des démonisations, mais après, la situation était devenue très difficile, très dure, si bien que des militaires impayés, d'autres gens, en 1993, il y a eu des pillages, des pillages énormes, et avec les pillages, ça fait qu'on a détruit encore l'outil, le tissu économique qu'on a pillé à limiter. Donc, on a pillé encore quelques usines qui restaient. Ça a aggravé la situation. C'était toujours en 1993. Donc, c'était que 1993, nous arrivons en 1994, en ce moment-là, avec quelqu'un de l'IDPS, j'ai oublié, on fait la réforme monétaire, c'est Birin de cet ensemble qu'on a eu des billets de Mukombo, je n'entrais pas dans les détails là. C'était ça, c'est exact. C'est bien, mais Kabila Mouzé arrive en 1997, il savait bien que le malheur, c'est justement la banque qui fonctionnait. Là-bas, on a cherché un peu à fermer peut-être plus ou moins la banque, mais on a fait la réforme donc, de 1998. La situation, justement, de la monnaie pouvait commencer un peu plus ou moins à s'améliorer, mais ça ne pouvait pas s'améliorer parce qu'en 1998, la guerre a commencé à l'est du pays et ça a continué comme ça jusqu'à l'an 2000, quand Kabila Mouzé est mort. 2001. Il est mort alors en janvier 2001. Son fils est arrivé
il a cherché à ce qu'il puisse renouer avec le FMI, pour que le FMI puisse aider, pour qu'on puisse redresser l'économie. Parce que ce n'est pas seulement des problèmes économiques. Oui, oui. Alors, là, le FMI a dit que non, nous ne pouvons pas vous aider techniquement, mais financièrement, vous devez montrer d'abord que vous pouvez bien gérer les biens du pays, c'est-à-dire ne pas toucher à la caisse de l'État, mais bien gérer. On a donné des recommandations. C'est ainsi qu'on a fait un plan qu'on appelait PIR, Programme Intérimaire. PEG, hein? PEG de Non, non, 2000. PIR avant. C'était d'abord PIR. PEG, c'est après PIR, Programme Intérimaire renforcé, c'est-à-dire de 2001 à 2002. C'est le PIR. Et quand il a fait le plan, ça a réussi. C'est à ce moment-là qu'on va faire le PEG 1 de 2002 à 2005, avec la promesse que si vous réussissez, en ce moment-là, on va annuler la dette extérieure qui était en ce moment-là de 15 milliards. De 15 milliards. On a fait, mais justement, mais ça n'a pas réussi. On a commencé à naviguer un peu jusqu'à... Chasser les naturels. Bien sûr, avec Kabila, bien sûr, en 2010. En 2010, vous savez que c'est avec Mouzid qu'on est arrivé au point d'achèvement. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment à remercier. La dette de 15 milliards, nous sommes restés à 2 milliards. C'était 2 milliards 900 millions, donc arrondissons seulement à 3 milliards, mais il n'en a pas bénéficié, nous devons le dire, parce que c'est ma tête qui va en bénéficier. C'est comme vous avez sémé, mais c'est une autre personne. Ça a toujours été comme ça. Faire la récolte, Donc, on a continué à partir de 2002, avec le PEG là, on a commencé un peu maintenant une certaine expansion économique. Okay. Vous voyez qu'on avait toujours les dépressions, le taux de croissance était toujours négatif, mais avec PEG 2, le taux de croissance est devenu un peu positif. Et puis par après, c'est devenu même à 3, et puis même à 4, supérieur donc à la croissance démographique jusqu'à 2018, quand le règne de Kabila a pris fin. Maintenant, nous avons le président Tshisekedi qui est arrivé. Je n'ai pas de lui pour que je puisse faire le bilan après. Non, vous allez vous arrêter là, professeur. Non, je m'arrête. Moi, je n'aime pas parler beaucoup. Avec Tshisekedi. Vous allez vous arrêter avec Tshisekedi. Non, c'est que j'ai fait. Laissez-lui parler. Avec Tshisekedi, donc nous avons maintenant une croissance économique maintenant. Nous battons les records. Au niveau du pays, le taux de croissance forte qui reste soutenu à 6%. Alors, en Afrique, il n'y a pas un autre pays, malgré la crise. Dans les temps, je vous avais dit que quand il y avait des crises, il y avait l'hyperinflation, il y avait une certaine stabilité jusqu'en 2023. Et en 2024, donc une certaine stabilité, mais expansion soutenue. Alors, comme vous dites que je reste ici, je peux dire seulement aux gens... Mais il faut ajouter que cette... mais ce n'est pas inclusif. Oui. Ces performances-là ne profitent pas au Congo. Oui. Donc, je peux être d'accord avec lui que nous avons une croissance de 6% supérieure au taux d'accroissement démographique. Donc, normalement, le niveau de vie des gens doit s'améliorer, mais la répartition est mauvaise. Il faut revoir la politique salariale. Alors, pour les gens, pour les bilans, je peux dire aux gens, peut-être pour les bilans, nous n'avons pas suffisamment de temps. À partir de l'indépendance jusqu'en 2001, c'était la chute aux enfers. Notre production n'a fait que baisser, la situation n'a fait que se détériorer. Et c'est à partir de 2002 que nous avons maintenant une croissance économique positive, et positive jusqu'en 2022, à partir de 2021, à partir de 2022, avec la croissance est devenue forte, qui nous permet justement de devenir la première économie africaine. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez constaté que cette émission consacrée au 64e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale, j'insiste, souveraineté internationale. Grâce à cela, nous sommes devenus un pays, une nation libre. Mais vous avez entendu
toutes les analyses, je crois comprendre que notre pays, nous avons de la chance d'avoir un pays si riche et nous devons être chanceux d'être un peuple qui doit matérialiser, qui doit bénéficier. Mais avant toute chose, il faudra que tout ce qui est potentiel puisse devenir réalité, effectif, qu'on peut palper. Chacun de nous a sa partition à jouer. Nous avons entendu ici, du président de la République, du premier citoyen d'entre nous, jusqu'au dernier, chacun de nous a une partition à jouer pour que cette musique-là soit entendue par tous et que nous fassions danser tout le monde entier. On s'est dit au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Merci.